je pense que ce qui vient d'être dit là, dans cette séance, très spéciale, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça, c'est cette idée que la représentativité patronale doit être reconsidérée. Ça, on était d'accord. Et on s'était dit, on va mettre ça comme la dernière fois, mais ça n'avait intéressé personne à l'époque. Parce qu'il y a quand même des malins dans les stratégies de combat. Il y a les nigauds. Alors, par exemple, le patronat d'Arcelor. Ils étaient tellement persuadés qu'on n'arriverait à rien qu'ils s'en foutaient. Une grève des prolos d'Arcelor, bon, une rencontre avec les insoumis. Ils sont restés là, au chaud, là, dans leurs pantoufles, là, laisser passer les événements. Quick, on vote la nationalisation d'Arcelor. Panique à bord. Je suppose que le vrai patron international, il dit, on vous paye à quoi foutre là, parce que si vous n'êtes même pas capable de défendre la propriété contre la bande d'insoumis, alors c'est pas la peine, hein, allez faire autre chose. Bon, donc ça a chauffé. Et je pense que quand nous on a commencé à poser la question de la représentativité du MEDEF, silence dans les rangs. On n'a pas entendu un seul bruit. Je pense qu'il y avait quelques stratèges du MEDEF qui ont dit surtout on n'en parle pas, comme ça ira mieux. Mais trop tard. Trop tard, on est contaminé. Et on savait que la question de la représentativité est essentielle. J'insiste là-dessus. Dans ma présentation, si je ne me suis pas trop mal débrouillé, j'espère quand même pas m'être trop mal débrouillé, j'ai montré comment les problèmes qui étaient posés l'étaient à la fois par la mutation du capitalisme à échelle mondiale, par la modification des relations à l'intérieur de chaque nation, la façon dont tout ça s'articule. Et évidemment, j'ai montré que le mot patron désignait des relations sociales complètement différentes, et je crois qu'on l'a entendu aujourd'hui dans la journée. Et ces relations ne sont pas seulement des relations personnelles ou des relations d'intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, nous, on ne s'adresse pas à vous comme individu pour solliciter vos votes, parce que nous n'avons jamais pensé, par une espèce de matérialisme brutal et de caractère quasi catéchiste, que les individus se résument à leurs conditions sociales. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, ils sont leurs conditions sociales, mais nous sommes des êtres socio-culturels. C'est-à-dire que nous sommes capables de nous faire tuer pour des idées aussi confuses que la liberté ou l'égalité, et que nous refusons absolument le même sort pour un différentiel d'inflation qui pourtant nous coûte beaucoup plus cher. Nous sommes des êtres socio-culturels. Dès lors, un patron, petit, grand ou moyen, je suppose que s'il s'aperçoit que ses enfants ne sont plus en état d'amener dans la vie et la joie de la famille des petits-enfants, il se pose la question de savoir comment on en est arrivé là, qu'un couple sur 4 ait recours à la PMA, que si tel ou tel de ses voisins ou cousins ont chopé le diabète et on ne comprend pas pourquoi, ou sont en crise d'obésité, ce sont des maladies politiques et il réagit comme un être humain. Il est certain qu'il aura d'autres moyens pour y répondre que le commun des mortels. Mais en attendant, la condition humaine, la joie, la douleur, l'amour, tout ça nous est en commun. Donc c'est pas à ça qu'on parle. Bien sûr que notre programme est le meilleur pour ce qui est de la joie, du bonheur et du reste. Mais je vois votre mine réjouie que vous le pensez aussi. Alors, mais je veux dire que nous nous adressons à des gens qui ont des responsabilités et nous ne pensons pas que les contradictions qui les opposent les uns aux autres soient artificielles. Bien sûr, tous, on a sorti notre violon pour dire, oui, les grandes entreprises, ceci, cela, on est tous d'accord, c'est pas la peine qu'on en discute. Évitons néanmoins dans le débat de nous attribuer des positions qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, dire, nous croyons au marché, nous, avez-vous dit. Bah, nous, c'est pas qu'on y croit, c'est qu'on l'observe. Le marché, c'est le marché. Le troc, c'est du marché. L'économie du don, c'est aussi du marché. Donc, ça ne veut rien dire. Le marché, ça veut dire il y a une offre, il y a une demande, et on espère que ça se rencontre. Mais ça, c'est au VIe siècle avant notre ère, hein, où tout le monde se connaissait, il n'y avait qu'un seul endroit où il y avait un marché, on allait et on comparait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous regardez dans les villes les plus antiques, la répartition par quartier, c'est très curieux, tous les métallos allaient à un endroit, ceux qui faisaient des légumes à un autre, ceux qui faisaient des tapis à un autre, justement pour qu'il y ait un marché, pour comparer, etc., etc. Mais aujourd'hui, ça a à peu près zéro sens. Il n'y a pas de marché libre et non faussé, ça n'existe pas. Et vous avez posé la question tout à l'heure vous dites, quand on passe dans les ministères, ils nous disent on n'y peut rien. Bien sûr, parce que c'est le traité de Lisbonne. À un moment donné, les questions sont politiques. Ce pays a décidé, au congrès de Versailles, j'ai voté contre, d'appliquer le traité de Lisbonne qui institutionnalisait
la concurrence libre et non faussée. Voilà. Résultat, ben vous avez la concurrence libre et non faussée. N'ayez pas pleuré. Vous avez la concurrence libre et non faussée. Et j'en ai d'autres comme ça à vous servir. Le libre marché, le libre-échange. En avant, c'est fait. Et c'est écrit dans le texte européen que non seulement on va le faire nous-mêmes, mais on va la poser aux autres. Et voilà, c'est parti. Donc on achète les droits de pêche de tel et tel pays. Il n'y a plus un poisson dans le coin. Les gens qui en vivaient, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en ville. Et en ville, qu'est-ce qu'ils font? Ben rien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben ils partent. Et vous en avez 30 000 qui meurent en cours de route, ou 20 000 chaque année en traversant la Méditerranée. Rien n'est venu comme ça, sans qu'on sache pourquoi, ou parce que quelqu'un a oublié. Tout ça est le résultat de décisions politiques prises. Par conséquent, la seule manière qu'on a de régler les problèmes de fond qui sont posés à travers vos différences de position, pour nous, de notre point de vue, à nous, collectivistes. Si on collectivisme, ça veut dire qu'on pense que c'est mieux quand on décide ensemble que tout seul. Que, par exemple, nous, on pense que la solidarité est plus forte que la cupidité. Bon, ou si vous voulez que je prenne un mot plus gentil, on va dire, vous aussi d'ailleurs, comment dire, que la dynamique de l'appât du gain. Voilà. Bon, on pense que... Non mais, parce que on entend ça. Il ne faut pas qu'on se moque des arguments des autres. Parce que quand ils nous disent que c'est une motivation humaine, c'est vrai, c'en est une. Ben, c'est un choix à faire, c'est tout. C'est chacun pour soi ou tous ensemble. C'est un choix qui est quasi permanent dans l'existence et qui se présente de 1000 manières. Et puis vous avez les entre-deux. Eux, ils ne veulent pas dire qu'ils sont entre-deux, mais ils sont entre-deux. Et il y a des matins, ils se lèvent, ils sont pour dire tous ensemble, et puis le soir, ils se couchent en disant chacun pour soi, vu la journée que j'ai passée. Bon, et la société est traversée aussi par ce type de contradiction. Combien de fois on m'a dit c'est quoi être de gauche et être de droite? Ben, je dis le gars qui est de droite, il est pour la compétition, mais pas au point que ça détruise la solidarité. Et puis le gars ou la fille de gauche, il est pour la solidarité, mais il dit mais quand même, il faut faire attention, il faut qu'il reste quand même un peu de compétition. Voilà, nous sommes dans ces points de tension. Donc comment on fait? C'est pourquoi je vous disais, l'important pour nous, c'est de trouver la méthode pour mettre en œuvre. C'est pour ça que ce n'est pas leur vote qui nous intéresse. Ils ont beau être 4 millions, il y en a plus à côté. Ce n'est pas le sujet. C'est comment on fait pour que nous gouvernons et le résultat arrive derrière. Il faut donc tout de suite aller au cœur de chaque problème et trouver une réponse. Impossible de faire sans eux. Alors, faire sans eux, ça veut dire forcer. Forcer, on connaît le résultat dans l'histoire, ça ne donne rien. Parce qu'ils sont comme tout le monde, puis en plus c'est des Français, alors pour ce qui est de la résistance, on en connaît un rayon. Hein. Bon, donc ils sont comme nous, du même bois, de la même pâte, ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres, et ainsi de suite. Donc on est obligé de voir où va se construire le compromis social. Parce que où c'est le compromis social, où c'est la collectivisation immédiate et tout. Nous, on n'a jamais dit qu'on voulait collectiviser les coiffeurs. J'attire votre attention sur le coiffeur et son rôle économique. Voyez-vous, quand vous vous occupez d'un milieu vivant, un écosystème, avec une rivière, s'il y a des écrevisses dans la rivière, c'est qu'elle est bien. S'il n'y en a plus, c'est que c'est mort. Eh bien, le coiffeur, c'est pareil. Si le coiffeur est là, c'est qu'il y a de la consommation populaire, au point qu'on ne demande pas à sa copine ou à son copain de couper les cheveux. D'accord? Et s'il n'y a plus de sous, on demande à la copine ou au copain de te couper les cheveux. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Par conséquent, le coiffeur est en quelque sorte le symptôme de comment ça se passe. Alors, j'en viens à eux. Puisqu'on ne peut pas les contraindre, pas parce qu'on ne saurait pas le faire, hein, on saurait le faire, mais ce serait inutile. Ça ne fonctionne pas, on a déjà vu, donc on ne va pas recommencer. Il s'agit donc de faire en sorte qu'on ait un terrain d'accord où va se bâtir le compromis social. Mais le terrain d'accord, ce n'est pas un papier idéologique. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, ah, ça, c'est une bonne idée. Et puis ça va. Mais dans cette bonne idée, le problème, c'est qu'il faut que le grand patronat lâche prise. Parce que vous ne pouvez pas dire ici, même ici, vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire, oui, c'est eux qui nous... D'accord, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le rapport de force. Mais vous n'avez pas le rapport de force, nous on comprend ça. Hein, on a été syndicalistes pour pas mal d'entre nous, on sait ce que c'est un rapport de force. La vie, c'est un rapport de force. On fait semblant que ce n'est pas vrai, mais si. Donc, il n'y a qu'une solution, la question clé, c'est la démocratie. Comme toujours.
comme toujours et à tous les plans. Par conséquent, on est arrivé en se disant, on va changer la représentativité patronale. Mais comment faire? Par quel bout attraper ça? Ils vont tous nous accueillir avec des lance-flammes. On va pas faire comme ça. Là-dessus, on se met à travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on lit tout ce qu'ils écrivent. Ils ont écrit des pages sur le travail, tout ça là-bas, chez vous, là. Bon, il y a des choses où on voit où on peut parler la même langue. C'est pour ça que si souvent c'est une affaire de vocabulaire et de refus pour nous, qu'on nous attribue des positions qui ne sont pas les nôtres. Comment il faut qu'on dise que notre intention n'est pas de collectiviser les coiffeurs? Comment il faut qu'on le dise pour qu'on arrête de dire que... Bon, pourquoi? Parce que quand ils en sont à nous combattre avec des caricatures, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire d'autre. Alors en ce moment, on a plutôt des garanties dans ce domaine. Il faut dire que tout leur truc s'est écroulé, pas eux, je ne dis pas ça pour eux. Mais mettez-vous à la place d'un néolibéral qui y a cru. Genre un jeune des années 90 qui pensait qu'il allait être milliardaire, comme disait M. Macron, et qui, avec ses petits cheveux gominés, comptait être trader. Bon, alors, tout est par terre. Le néolibéralisme, il est par terre. L'autre a mis des droits de douane. Plus rien ne fonctionne. Et en plus, ils sont dans un pays, catastrophe, incroyable, la seule gauche radicale de toute la planète qui passe les 20% et qui pourrait prendre par les voies démocratiques et tranquilles la direction du pays. Alors, on comprend que ça passe de la déprime dans certains milieux. Et que, pour en finir plus vite, ils m'habillent avec toutes sortes d'oripeaux qui ne sont pas les miens. Donc, la réponse, c'est la démocratie. Si on change les règles de la représentativité, à ce moment-là, tout change pour nous. Pour nous gouvernants. Pour nous gouvernants. Parce que le moment où il va falloir arbitrer entre l'intérêt de l'un et de l'autre, il est crucial. Mais pour que ça marche, cet arbitrage, il faut qu'il soit porté par une volonté populaire, là, celle des gens qui sont concernés. Je ne le dis pas que pour vous, je le dis pour nous aussi. La grande leçon à retirer pour la gauche de l'année 1981, c'est ça. On était tous persuadés qu'il y aurait une mobilisation sociale de première grandeur. Moi, j'avais tout juste 30 ans et j'étais le chef du Parti socialiste dans mon département. J'étais prêt à organiser la mobilisation populaire. Rien du tout. Rien de chez rien. Et donc, rien ne s'est passé comme prévu. Eh bien là, c'est pareil. Soit on va au choc, et qu'est-ce qui va sortir d'un choc pareil? Soit on va à la discussion. La discussion, pour ça, ça suppose qu'il soit en situation de représentativité. Pardon d'avoir été un peu insistant, je vais résumer en disant que si on met de la démocratie dans la représentation patronale, la situation sera meilleure pour le pays, pour la démocratie et pour la production en France que si on continue avec les monopoles actuels. Et le dire, ça n'est pas faire injure à ceux qui dominent actuellement cette situation. Et j'entends parfaitement leurs arguments quand ils disent, bah quand même, vous allez promettre le gars là, de la CAPEB, ok, il va mettre... non, mais attendez, on a besoin du gars de la CAPEB parce que pour l'instant, dans ce pays, on s'est encore posé une ligne électrique entre le compteur et puis chaque appareil, d'accord, et on sait le mettre tout droit et sans que ça casse. Bon, non, mais j'ai connu des pays où personne ne sait le faire. Je connais des endroits où on installe une clim et quand elle est en panne, il n'y a personne pour la réparer, donc on la prend, on la fout au fleuve. Hein, voilà, ça existe tout ça, chez nous. Hein. C'est le cas en Guyane. Les clims, il en faut partout. Et puis, il va en falloir de plus en plus, vu qu'il fait chaud. Donc, cette question de la démocratie, pour nous, elle a été un point un point central. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à ce que ça se règle ici. Parce que, finalement, on prend la règle. C'est lui qui l'a proposé, la règle. On ne va pas en inventer une autre. Si elle lui convient, ça nous convient aussi. C'est pas nous. Mais quand même, quand il nous dit ce qu'il nous dit, il n'y a pas que. Il y a ceux avec qui la discussion commence et va continuer. C'est l'économie sociale et solidaire. C'est quand même 14%. Bon, et si demain, quand on va dire nous voulons installer des mines urbaines, les mines urbaines, c'est toutes les recycleries. On ne va pas leur demander à eux, ils ne les feront pas. Donc on va prendre ceux de l'économie sociale et solidaire et on leur dit, voilà, j'ai demandé, moi une fois, j'ai dit, il en faut une tous les combien? On m'a dit tous les 20 km. Si vous ne mettez pas ça à côté de chaque endroit où sont les gens, ils ne feront pas plus de 20 bornes pour aller déposer ce qu'ils ont à déposer. Mais regardez bien, je prends cet exemple, tout à l'heure je vous ai parlé des jeans. Mais là c'est pareil, ça veut dire des machines pour traiter. Par exemple, il y a une machine qui trie les bouteilles de plastique d'après la couleur et l'épaisseur. C'est une machine qui fait ça.
Bon, vous avez des machines pour repérer ce qui se trouve à l'intérieur d'une autre machine. Parce qu'il y a là des matériaux rares, il y a du ceci, il y a du cela, qu'on peut récupérer tout ça. Donc, créer une grande mine urbaine, ça, l'économie sociale et solidaire, c'est le faire. Actuellement, ils le font. Et c'est un moyen aussi de ramener dans le travail les personnes qui souvent ont été le plus détruites par la situation précédente et qui vont retrouver là un cadre. Voilà. Donc, voilà toutes sortes de compromis de cette nature qu'on peut faire avec eux. On sait aussi la part qui nous reviendra à nous. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle est subventionnée. Bon, dans le plan, c'était ça la question à trouver. C'est comment on paye. Moi, je vous ai posé tout à l'heure la question sur la retraite. Vous avez été très fort pour expliquer pourquoi notre truc ne marche pas, mais vous n'avez pas proposé autre chose. Pourquoi? Parce que ce que vous avez d'autre à proposer, pas vous, monsieur, je ne connais pas votre position. Mais la retraite à points et tout ça, ce machin ne marche pas. Ça ne marche que dans l'imaginaire de gens qui se figurent que l'argent voyage dans le temps. Qu'on creuse un trou, on met ses sous, puis quand on revient, quand on est à la retraite, il a fait des petits. Mais ça n'existe pas. Tous les systèmes de retraite sont par répartition, tous, sans exception. Mais on répartit différemment. Moi, je vous ai déjà dit 100 fois. Si vous voulez faire un système par points, quand vous direz à quelqu'un comment ça va, c'est pas pour savoir si ça va bien, c'est en espérant que ça aille mal. Parce que moins, quand il y en a dans une génération, plus vos retraites seront bonnes. Je vous le présente à la blague, mais c'est quand même le fond de l'affaire. Donc, on n'a pas trouvé mieux. Il faut donc trouver le moyen d'avoir la population suffisante pour que ce système fonctionne. Vous avez dit quelque chose de juste tout à l'heure. Vous dites, si on remettait les exonérations à payer, ça serait des milliers de boîtes qui fermeraient. Je le sais. Ce qu'il fallait pas faire, c'est qu'il ne fallait pas commencer. Parce que ceux qui ont commencé, ils ont commencé pour acheter avec le fric des autres, c'est-à-dire des cotisants, la paix sociale dans un certain nombre de secteurs. D'accord? Alors, comme ils ont fait comme ça, alors au début, c'était quelques professions. Et puis, évidemment, après, c'est à la portée de tout le monde de faire ça, de récupérer en supprimant des cotisations sociales. Alors, bon, tout allait bien, parce que ça fait un peu plus de ronds pour la boîte, pour le machin. Maintenant, trop tard. Mais il va falloir qu'on invente quand même quelque chose. Et je veux vous dire, j'entends quand vous dites, on ne peut pas prendre comme ça continuellement sur le travail, mais je vais vous dire, à la fin, vous prendrez bien quelque part. Et quoi que vous preniez, c'est du travail humain qui est derrière. Par conséquent, c'est juste la question de savoir, dans la répartition des richesses, qui fait quoi et comment on calcule. Parce qu'il faut calculer un peu juste. Alors, je reconnais au MEDEF l'art aussi d'avoir des bons communicants. Il faut voir qu'au prix où ils les payent, ils peuvent. Hein. Bon, les impôts de production, c'est pas mal comme trouvaille, non? Ça veut rien dire. Parce que qu'est-ce qui n'est pas un impôt de production? Une assurance, c'est un impôt privé de production. Payer un impôt à l'État, c'est un impôt. Tout est de l'impôt. Si vous y allez comme ça. C'est pour ça que nous, dans le débat, on est si souvent pointilleux sur les mots. Vous nous avez trouvé un peu lourd, hein, cotisation, prix, etc. Moi, je dis jamais émeute urbaine. Je sais pourtant très bien de quoi je parle. J'appelle ça révolte. Les mots ont une importance pour désigner proprement ce qui se passe. Les prélèvements obligatoires, si vous voulez y mettre les cotisations sociales, amis, alors mettez-y les assurances privées, parce qu'elles sont obligatoires. Elles sont obligatoires. Vous n'avez pas le choix de les payer ou pas. Donc, mettez tout ça et vous verrez. Et puis après, comparez d'un pays à l'autre. Parce que comparer les prélèvements obligatoires de la France où quelqu'un peut être remboursé à 80% ou à 90% avec un pays où ils sont remboursés à 40 ou à 50%, c'est une comparaison absurde. Mais tout est comme ça. Regardez. Le PIB, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Une année, même Sarkozy avait dit, écoutez, ça suffit. Ça ne veut rien dire. Bon, de comparer la dette à une année de PIB, toute la richesse qu'on produit, bon, mais faites ça dans votre vie. Dites, ah ben tiens, qu'on représente ma dette sur ma bagnole ou ma maison, à une année, vous courez, on appelle le SAMU, vous avez une attaque cardiaque. D'accord? Tout est comme ça. Que veulent dire les mots? Que désignent-ils? Si on veut ne pas masquer les relations sociales d'appropriation et d'expropriation et d'exploitation, il faut appeler les choses par leur nom. Quand une grande boîte vous taxe de 15% pour être présent sur sa plateforme, ça s'appelle de l'exploitation. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez produit, et déjà vous prenez du travail gratuit, et lui, il vous prend une taxe sur un boulot qu'il n'a pas fait. Comment ça s'appelle sinon de l'exploitation, ça? C'est de l'exploitation. Quel service est rendu? Pouvez-vous me dire? Être présent, comme vous avez dit, avec une petite photo comme ça, on paye d'autant plus cher pour être en haut et pas être en bas de la file. Bon, tout ça, on comprend, c'est des conditions économiques, nani, nana. Mais nommez les choses. Vous faites exploiter. Qu'est-ce qui vous ennuie dans cette affaire?
parce que là, il n'y a que des salariés, je pense, la plupart, ils savent tous qu'ils sont exploités. Bon, ça ne les empêche pas de dormir, ça les pousse à se syndiquer. Chez vous, ça doit vous pousser à vous syndiquer. Donc, là, on approche de choses qui sont importantes. Le plan, c'est la propriété collective du temps. Le temps dominant aujourd'hui, c'est le temps court. Vous savez combien, dans les années 70, combien de temps était détenue une action? En moyenne, 6 ans. Quand on est arrivé dans les années 90, c'était 2 ans. Et maintenant, vous savez combien c'est avec le trading à haute fréquence? 2 secondes. Ça veut dire que le temps dominant de la société, c'est le temps zéro. Donc toute la société est poussée vers le temps zéro. C'est une constante de l'histoire. Quand la société était agricole, c'était les saisons qui faisaient le rythme du temps. Aujourd'hui, c'est le temps zéro. Vous entendez des journalistes dire « en temps réel ». Et c'est quand le temps irréel? Donc le temps réel dont il parle, c'est ce temps accéléré. Donc le plan, c'est la propriété collective du temps. Et là, c'est une garantie que nous donnons. Parce que plus vous êtes une petite entreprise, plus vous avez besoin de visibilité, parce que vous ne pouvez pas amortir le choc imprévu. Celui qui a une trésor avec quelques milliards, de l'argent mis de tous les côtés, il peut encaisser un choc, 2 chocs, 3 chocs. Il y a des boîtes qui ont encaissé des chocs incroyables. Je veux dire, Dassault, quand plus personne n'achetait de Rafale, ils ont inventé le Falcon, qui est aussi un très bon avion. Hein, mais il a fallu ça pour que la machine se remette à tourner, et combien d'autres grosses boîtes. Donc, le plan, c'est la garantie pour vous de la visibilité. Tout le monde a envie de visibilité dans sa vie. D'ailleurs, si vous regardez bien, nous éduquons nos enfants à penser une visibilité de la vie. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais bon, on a tous prévu toutes les mêmes étapes dans la vie. C'est pour ça, quand on a un certain âge, qu'on a l'impression que c'est un recommencement perpétuel de la même comédie. Bon, alors, ça, c'est là. Et après, il y a la filière. La filière, c'est une idée cruciale. Tout à l'heure, vous n'avez pas rebondi, mais quand même, quand je vous parle de la filière bois, nous sommes un pays du tiers-monde. C'est-à-dire, nous exportons de la matière première et nous amenons un produit fini. Pourquoi? Je pose la question. Mais évidemment que si on trouvait des gens, par exemple, lui, il vient me voir, dit c'est terminé, je laisse tomber la formation, je passe au bois. Et il a un super projet. Où on trouve le fric? Personne ne va lui prêter, pardon monsieur, je vous prends un peu comme ça à témoin, personne ne veut lui prêter un rond. Alors qui va faire? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit c'est les banques vers lesquelles on se tourne parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Donc l'argent, il est là, nous l'avons. J'ai parlé de la Caisse dépôt et consignation, 1300 milliards. On a parlé de l'assurance vie, pas moi, vous. Vous avez dit ça fait 0. Ben ça fera plus 0. Si vous voulez que ça continue à faire 0, dirons-nous aux gens, 1 euro sur 2 de l'assurance vie est placé à l'étranger. Eh bien on dira, l'euro qui est placé à l'étranger, quick, lui, il n'a plus d'avantage fiscal. L'euro qui est placé en France, alors je vais vous dire le problème qu'on aura. Le problème traditionnel du capitalisme, c'est où est-ce qu'on mettra tout ça? Parce qu'il faut qu'il y ait des filières qui soient prêtes. Il faut des gens qui puissent prendre le capital, le transformer en machine, mettre les ouvriers derrière. Là, je vais finir juste là-dessus, je vous le promets. Vous avez évoqué la question d'apprentissage. Là aussi, gardons-nous de la caricature. Aucun d'entre nous n'a jamais dit qu'il ne fallait pas d'apprentissage. Jamais de la vie. C'est une formule qui est utile dans certains cas par rapport à certains métiers. Mais moi, j'attire votre attention sur le fait qu'un métier, ce n'est pas seulement un tour de main, c'est aussi des connaissances. Et on peut dire aujourd'hui que tous les métiers sont des sciences pratiques. Donc l'enseignement général qui rentre dans l'apprentissage d'un métier, ce n'est pas un luxe pour l'esprit, c'est une nécessité souvent de la qualification du métier lui-même. Attention. Et donc l'outil le plus performant pour cet enseignement, c'est le lycée professionnel. Maintenant, on ne dit pas que l'apprentissage est nul, mais ça dépend pourquoi. Et qu'on ait mis en apprentissage les formations dans le supérieur, alors là, c'est un non-sens absolu. Ça coûte une blinde et ce n'est pas le sujet. Mieux vaudrait payer correctement ou donner une bourse ou mettre une allocation d'autonomie aux jeunes qui vont dans le supérieur et qui fassent ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire étudier. Et pas faire 2 choses en même temps que ce qu'on est en train de faire. Après, on répartit. Mais je me permets de faire remarquer que cette trouvaille de M. Macron, parce que ces gens, ils parlent de trucs qu'ils n'ont jamais vus. Je ne dis pas que moi j'ai tout vu, et ce n'était pas ma formation, mais j'ai vu, voilà. J'ai vu qu'on ne peut pas comparer le système productif allemand avec le système français pour une raison très simple. Quand il y a les métiers qui sont comme ça, les postes de travail, hein,
En Allemagne, vous montez, vous pouvez commencer apprenti et vous terminez PDG. C'est leur manière de fonctionner. Nous, on rentre comme ça. Parce que la formation se fait par le niveau des diplômes. Et j'ai entendu que vous êtes aussi maintenant, pas maintenant, vous l'êtes depuis un moment, et vous encore plus, la capable, des défenseurs de la valeur du diplôme. Il faut arrêter la démagogie. Les diplômes ne sont pas adaptés, ça suffit. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à faire savoir pourquoi vous n'êtes pas content. Il y a des commissions pour les mettre au point, les diplômes. J'ai fini, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez vous faire engueuler, ben moi aussi, alors donc voilà. Bon, j'achève là-dessus. Je vais juste vous dire ça, si vous rencontrez le Premier ministre et les autres, dites-leur gros malin. Maintenant, vous êtes en train de renvoyer tous les apprentis, parce que vous venez de vous rendre compte, 1, que ça vous coûte, 2, que 25% des mômes fichent le camp avant 3 mois d'apprentissage, et en plus, vous avez coulé les statistiques, parce que les ouvriers français sont 20% plus productifs que les Anglais, et 10% de plus qu'un Allemand. Et pourquoi on ne le voit plus tout ça? La productivité s'est effondrée. Parce qu'ils ont compté dans les statistiques 800 000 mômes qu'ils ont fait rentrer là-dedans. Comme ils sont sous contrat de travail et que ce n'est pas de la formation de l'éducation nationale, vous divisez la valeur totale produite par les travailleurs français et vous mettez dedans 800 000 personnes qui produisent rien du tout, ou pas assez, hein, en tout cas qui ne sont pas comparables en productivité. Voilà le seul résultat qu'ils ont obtenu, plus de démoraliser les mômes. Donc, nous avons besoin, dans les coups, je disais, d'amont, la formation du plus haut niveau possible pour vous, avec la définition métier égale sciences pratiques. Alors, bien sûr, tantôt par l'apprentissage, je n'en disconviens pas. Mais il faut remettre en route la machine de l'enseignement professionnel de manière performante, de masse. Et encore une fois, qu'on n'aille pas prendre ça pour un enseignement au rabais, ça ne l'a jamais été. Ça a toujours... Si nous avons, nous, réussi, les Français, à nous tirer d'affaire après la guerre, c'est parce qu'on avait un enseignement professionnel public de masse. Il y en a bien un ou deux dans cette salle qui ont connu l'époque où la moitié de la classe foutait le camp à la classe de 5e. Parce qu'à l'époque, la scolarité était obligatoire jusqu'à 14 ans. À 14 ans, la moitié foutait le camp. Pourquoi? Parce que les parents, tout ça, fallait faire bouillir la marmite, fallait mettre du beurre dans les épinards. Comme on dit, voilà comment ça s'est passé. À partir du moment où on a passé à 16 ans, c'était tout autre chose. Et quand on a voulu le passer à 18 ans, encore autre. Mais on ne peut pas avoir une économie performante sans des gens formés de haut niveau, même si on a des très bons patrons qui sont des potes super et tout ça. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas les gens pour le faire. Voilà, vous voyez la moindre machine aujourd'hui, ce qu'elle appelle comme connaissance technique, je vais vous dire, même le gars ou la fille qui passe avec son balai dans la salle, je me rappelle d'un film de propagande de votre syndicat, je pense que ça montrait, on faisait de la production, il y avait des barquettes qui sortaient d'une machine, on interrogeait le gars, et il disait, nous on est contents, on sait faire ci, faire ça, tout ça. Très bien, hein, parfait. Et on voyait un type qui passait derrière avec un balai, et ça faisait rire. Alors bon, moi c'était mon boulot de défendre ça, hein. Je dis, mais vous n'avez pas l'air de bien comprendre, hein. La machine a fait les barquettes, le cuistot il a fait ce qu'on met dans la barquette, génial, parfait. Mais si le mec qui est là-bas avec son balai, il n'a pas mis pile poil la bonne quantité de nettoyants de toutes sortes et de machins et tout, pile poil, parce que s'il y a une inspection, quick, tout ce que vous avez fait avec votre belle machine, vos barquettes et vos cuisiniers, vous pouvez tout foutre à la poubelle. Donc, il y a, comme on dit, hein, il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a pas de métier sans qualification. Et le gars ou la fille avec son balai et son seau, il faut que lui aussi, il puisse lire ce qui est écrit sur les bouteilles, 2, savoir pourquoi on met telle quantité et pas telle autre, pourquoi on le fait à tel endroit. Donc, c'est aussi une science pratique. Voilà dans quel est l'univers de la production. Donc, comme on ne peut pas régler ces problèmes toujours comme ça, là, sur le mode aimable sur lequel on se marre un peu, ils nous taquinent, on les taquine, bon. Et je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui nous a tous fait réfléchir. J'espère, en tout cas, moi, j'ai appris des choses en vous écoutant, messieurs. Je remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chez vous. Et, donc, non, mais ça, c'est une méchanceté gratuite pour la fin, tu vois, pour que vous repartiez avec un peu de quelque chose dans votre pactage. Mais en tout cas, l'événement, de manière imprévue, débouche sur le fait qu'une proposition de loi dont nous allons essayer d'en faire une loi transpartisane va être faite sur la base de la proposition de monsieur. La proposition, c'est vous. Mais le contenu, c'est lui. Il y en a un qui pense et l'autre qui agit. Hein, voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Ça a été un bon moment.